Bonjour et bienvenue sur l'Apoticast. Je m'appelle Bastien Delattre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Épisode 3. Frédéric Basile, un peintre médecin au prémices de l'impressionnisme, avec Alexis Sen. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Alexis Sen. Alexis, bonjour. Bonjour Bastien, merci pour ton invitation. De rien, j'ai vraiment hâte qu'on ait cet échange. Alexis, donc tu es pharmacien, tu es également rédacteur médical, et tu entretiens une passion pour l'histoire de la médecine, notamment pour le lien entre la médecine, la pharmacie et l'art pictural, d'une manière générale. Déjà, pour commencer, j'avais une première question, c'était essayer de savoir comment t'es venu cet intérêt pour alors l'histoire de la médecine en général, mais surtout pour ce lien entre la peinture et la médecine. Je me suis intéressé au lien entre histoire de la médecine, histoire de la pharmacie et histoire de l'art. Lors de ma thèse d'exercice en pharmacie, c'était en 2018, je voulais trouver un sujet qui soit un peu original, qui sorte du lot et qui me permette de voir autre chose que de la pharmacie pure et dure. Je me suis toujours dit que l'art de manière générale était assez intéressante à ramener dans notre pratique parce que ça permettait de quelque sorte de délayer des informations assez brutes de décoffrage comme celles qu'on peut retrouver dans les recommandations HAS, dans les recommandations ANSM, dans toutes ces choses-là. Je me suis intéressé plus particulièrement à une période de l'histoire de l'art, le 19e siècle et l'impressionnisme, parce que je trouvais que c'était le courant artistique le plus facilement abordable. Enfin, je veux dire, on est tous plus ou moins sensibles à cette période-là, et c'est celle qui est peut-être le plus facilement appréhendable, surtout quand on n'a pas de notion en histoire de l'art. Donc voilà, je me suis intéressé à des peintres impressionnistes et petit à petit j'ai bifurqué sur d'autres périodes, donc la période pré-impressionniste avec Basile et puis aussi la période romantique avec Géricault. Parmi ces travaux, il y en a un en particulier qui a attiré mon attention et sur lequel je te propose aujourd'hui de discuter un peu plus. C'est un mémoire que tu as réalisé dans le cadre du diplôme universitaire d'histoire de la médecine de l'université Paris-Descartes qui s'appelle Frédéric Basile, 1841-1870, un peintre médecin, une approche médicale de la vie et de l'œuvre à travers l'exemple de l'ambulance improvisée, 1865, donc l'année à laquelle cette œuvre a été peinte. C'est un mémoire pour information qui a été récompensé en 2019 par le prix de la Société française d'histoire de la médecine. Ce que je te propose, comme je te le disais, c'est de détailler un petit peu plus ces travaux. Et pour commencer, peut-être que tu peux un peu nous présenter Frédéric Basile, donc ce peintre médecin, qui est-il, d'où vient-il? Voilà, si tu peux nous exposer un petit peu tout ça. Alors, Frédéric Basile, c'est un peintre impressionniste qui appartient plutôt à la période pré-impressionniste même. Donc, le musée d'Orsay avait fait en 2016 une exposition en son honneur et ça s'intitulait Frédéric Basile, la jeunesse de l'impressionnisme. Bon, la jeunesse de l'impressionnisme, on peut se demander ce que ça veut dire. Bon, c'est tout simplement les balbutiements du groupe impressionniste. La technique impressionniste n'est pas encore créée, la philosophie impressionniste n'existe pas encore. Et il se trouve que Basile, lui, fait partie de ce groupe un peu précurseur. Il retrouve notamment à l'atelier Charles Gleyre à Paris des peintres comme Manet, Fantin-Latour, Sisley, Renoir, Monet, qui ont participé un peu à cette éclosion-là. Basile, lui, était originaire de Montpellier. On retrouve d'ailleurs beaucoup de tableaux à lui qui sont parmi ses plus fameux. La réunion de famille, la vue du village, les baigneurs, par exemple. Pour la plupart, peints à Montpellier ou bien exposés à Paris ou les deux. Frédéric Basile, c'est quelqu'un qui a un côté assez intéressant parce que lui, il est peintre, mais également collectionneur et mécène. Il a beaucoup fourni ses contemporains. Il a un profil qui est assez atypique, je dirais, par rapport à un Monet.
Frédéric Bazy, il est issu d'une famille montpelliéraine bourgeoise qui est installée depuis le XIIIe siècle à Montpellier. C'est une lignée de commerçants, d'artisans. Donc on retrouve par exemple des serruriers, des arquebusiers, des orfèvres dans sa famille. Ils ont tous, enfin pour la plupart, ils ont fait fortune sous l'Ancien Régime, mais notamment son père, qui lui était avocat et sénateur de l'Hérault. Donc c'est un homme assez éduqué, il est plutôt curieux, il s'est intéressé à pas mal de choses, et notamment aux ravages du phylloxéra qui ont eu lieu à cette époque. Lui, il a travaillé de concert avec Émile Planchon, qui était le directeur de la faculté de pharmacie de Montpellier. Ensemble, ils ont mis en place un espèce de croisement de pieds de vigne qui était résistant au phylloxéra, et donc aujourd'hui on a un pied de vigne qui porte le nom des Bazy. Les biographes le décrivent comme étant un bon protestant, donc quelqu'un qui veut le progrès social. Donc il voulait forcément que Bazy s'élève. Une carrière de peintre, c'était juste pas envisageable, et il voulait quelque chose plutôt de bien vu, et donc forcément la médecine était indiquée pour son fils. Et donc il a étudié la médecine à Montpellier, c'est ça? Voilà, il est originaire de Montpellier, donc il a commencé la faculté là-bas. On peut voir des choses assez intéressantes parce que dans les registres d'inscription, on voit que Bazy s'est inscrit en 1860, si je dis pas de bêtises. Il était inscrit là-bas en 1860. Il a fait ses 3 premières années d'études à Montpellier avant ensuite de migrer à Paris. D'accord, donc il a basculé sur la faculté de Paris ensuite. C'est intéressant parce que Montpellier, de mémoire, c'est la plus ancienne faculté de médecine en Europe encore aujourd'hui ouverte. Hein. Absolument, ouais. C'est la plus ancienne faculté de médecine en activité, parce que celle de Salerne a fermé au début du XIXe siècle. Et en fait, bon, on retrouve qu'elle a été créée depuis très longtemps. Elle existe depuis le XIIIe siècle. On a d'ailleurs fêté les 800 ans de la faculté en 2020. Donc c'est quand même une très très vieille faculté avec une très belle histoire. Une très belle histoire. On a, enfin, il y a le comment dire, le slogan de la pharmacie, enfin de la faculté de pharmacie, de la faculté de médecine, pardon, qui disait qu'Hippocrate était de Cos, et en fait mais maintenant il est de Montpellier. Voilà, donc voilà, ils ont cette culture de la médecine, et ils en sont assez fiers. Frédéric Bazy, il arrive à Paris en 1862. Et on retrouve beaucoup d'informations sur son inscription à la fac. On a beaucoup aussi de témoignages sur sa vie à Paris parce que il correspond beaucoup avec ses parents, notamment avec sa mère. Donc il arrive en 4e année et dernière année de médecine, et il doit préparer les 5 examens qui vont lui permettre de se présenter à la thèse. Donc à ce moment-là, on voit dans les correspondances qu'il travaille à l'hôpital de la Charité. C'est un statut un peu d'externe, on dirait aujourd'hui, et qui suit le docteur Velpeau. Donc on connaît encore aujourd'hui pour les bancs de Velpeau en pharmacie. Donc on a quand même une certaine idée de sa vie parce que dans les lettres qu'il envoie à ses parents, on sait qu'il était le matin à l'atelier Charles Glair, l'après-midi plutôt à la faculté, et qu'il jonglait entre les deux. Donc il avait ce double cursus qui lui permettait ni réellement de se consacrer à la médecine, ni totalement à la peinture. Il était vraiment coincé un peu entre ces deux mondes, sans pouvoir complètement se lancer soit dans la carrière médicale, soit pleinement dans la peinture, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On sent qu'il est complètement torturé entre les deux. Il veut pas décevoir son père, mais il veut pas non plus sacrifier sa carrière. On sent vraiment dans les lettres que les choses vont pas très bien pour lui. T'as parlé plusieurs fois de lettres. Du coup, c'est quoi les sources qui t'ont permis de retracer tout ce parcours? Donc j'imagine qu'il y a des échanges épistolaires. Oui. Il écrit énormément, Bazy. Il écrit énormément. Quand il est à Montpellier, forcément, il est proche de sa famille, donc on n'a pas tellement de sources sur ce qu'il vit, ce qu'il étudie, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Mais une fois qu'il arrive à Paris, alors là, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver parce que on a un millier de lettres qui documentent sa vie. Je me suis cantonné à la période scolaire et juste un peu après, donc ça doit faire environ 500 ou 600 lettres à lire. C'est assez intéressant, faut voir. Ouais. Il y a des choses toutes bêtes. Hein. On voyait par exemple qu'il vivait sur la rue Fustenberg. Alors c'est juste à côté là pour les Parisiens. On voit c'est la rue proche du boulevard Saint-Germain, et c'est là où est situé l'actuel musée de la Croix. Donc il vivait dans ce coin-là. Il allait à l'école de médecine qui est à 2 pas, et il allait même déjeuner à la rue Serpente qui est juste derrière la faculté. Donc c'est assez drôle de remarcher dans ses pas. Et ces lettres, elles sont conservées où? C'est aux archives départementales ou à la faculté de médecine?
Alors, ces lettres, elles ont été retranscrites par les biographes. Donc, on retrouve des bouquins immenses qui sont disponibles à la vente, hein, mais on les retrouve plutôt maintenant dans la documentation du musée d'Orsay ou plutôt dans les bibliothèques spécialisées qu'on les retrouve. Donc on a été sur le fait qu'il était un peu torturé entre ces deux carrières, et finalement, il a fini par faire un choix. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir été entre ces deux mondes, médecine et peinture de l'autre côté? Alors, il a beaucoup travaillé à la médecine, et forcément, son père était plutôt ravi de ça. Ce qu'on voyait retranscrit dans les lettres, c'était que finalement, la médecine, c'était pas son truc, quoi. Donc, il a échoué aux examens. Il était plutôt réticent à se présenter au rattrapage. Et puis, il s'est pas présenté au rattrapage. Il a décidé d'abandonner la médecine à ce moment-là. Et là, on est en 1864. Extrait d'une lettre de Frédéric Bazille à son père, écrite en juillet 1864. Je crains bien, mon cher père, de savoir mon examen un peu moins que la dernière fois, et j'ai bien envie de ne pas m'y présenter. Je serais honteux d'être refusé une seconde fois. Si tu veux, je vais rester à Paris juste le temps nécessaire pour finir aussi bien que possible le tableau que j'ai commencé, car il faut bien que je te fasse juger de mes progrès en peinture depuis l'année dernière. Je n'avais jamais entrepris une chose aussi difficile, et il me faudra bien près d'1 mois encore pour la finir. Je suis obligé de recommencer 100 fois la même partie, ou de défaire un jour tout ce que j'avais fait la veille. J'espère cependant m'en tirer tant bien que mal, et te faire voir que je n'ai pas perdu mon année. Adieu mon cher père, je t'embrasse de tout mon cœur, ainsi que maman et les cousines. À ce moment, il décide d'abandonner la médecine. On n'a plus de lettres à ce moment parce qu'il rentre à Montpellier. On peut seulement supposer que, sans doute, une fois à Montpellier, il en parle à son père, et puis tous les deux, ils décident que la médecine, c'est terminé. Et à ce moment-là, la carrière de peintre décolle. C'est là que les choses se jouent. Donc à partir de 1864, c'est vraiment là où il commence à prendre cet élan artistique, quoi. Voilà, c'est ça. Il s'adonne totalement à la peinture. Il voyage beaucoup. Il voyage avec Monet, toujours avec lui. Ils partent à Honfleur, ils partent à Chailly, ils partent à Fontainebleau. Donc, on trouve beaucoup de tableaux à ce moment-là qui montrent ses passages dans ces différentes villes. Ouais. Tu viens d'évoquer Monet, qui est quand même une des plus grandes, si ce n'est la plus grande figure de l'impressionnisme. Même moi, qui, de façon très transparente, n'ai pas une énorme culture picturale, c'est un nom qui me parle, et le lien avec l'impressionnisme m'évoque encore quelque chose. Quelle était exactement cette relation avec Monet? Comment ils se sont rencontrés? Si tu peux un petit peu nous parler de ça. Basile et Monet, enfin les deux sont vraiment liés. Leurs trajectoires doivent être liées l'une à l'autre, parce que Frédéric Bazille est considéré comme le compagnon de route de Monet. Ils se rencontrent tous les deux à l'atelier de Charles Glair une fois que Bazille monte à Paris. À ce moment-là, ils s'entendent vraiment très bien. Ils décident d'habiter ensemble. Ils habitent ensemble à Fürstenberg. Ils habitent aussi ensemble au Batignolles avec Renoir à ce moment-là. C'est lui qui va accompagner Monet dans les premiers pas de l'impressionnisme. Il va l'accompagner un peu partout. Ils vont travailler ensemble. Frédéric Bazille va jouer le rôle de modèle. Il va aussi être un mécène parce qu'il va beaucoup payer pour Monet. Et on peut voir que cette amitié qui est parfois assez torturée, en réalité, elle est pleine de sincérité parce que, je pense que Monet, lui, il était très admiratif de Frédéric Bazille dans le sens où il était très éduqué, où il avait une espèce d'aisance, où socialement il venait d'un milieu plus fortuné. Alors que lui, Bazille, il l'admirait vraiment pour son talent. Il trouvait que Monet avait un espèce de génie en lui, et il disait qu'il voulait peindre aussi bien que lui et que ça lui prendrait des années avant d'arriver à ce niveau-là. Voilà, il y a cette amitié sincère qui parfois peut être aussi contrebalancée par des conflits entre les deux. Monet qui semble vouloir profiter de la fortune de Bazille en lui demandant de l'argent, en lui demandant des fournitures, ou bien sinon même en le culpabilisant parce qu'à la naissance de son fils Jean, Monet est incapable de le nourrir. Et à ce moment-là, Bazille prend parfois ses distances, mais finalement il revient toujours vers lui, et ce qui montre que Bazille est tout de même est très attaché à Monet. Donc on s'est arrêté dans les années 1864, 1865, une relation particulière avec Monet. Finalement, ça va nous amener vers cette œuvre que tu as étudiée un peu plus en détail dans ton mémoire, qui est l'ambulance improvisée. Pour les auditeurs, je mettrai une image de ce tableau pour illustrer l'article sur le site apodcast.fr qui accompagnera ce podcast. Mais est-ce que tu peux un peu nous parler du coup de ce tableau, peut-être déjà
Donc quel contexte a-t-il été peint et il nous raconte un peu son histoire. L'ambulance improvisée, c'est un tableau qui est peint à l'automne 1865. Monet, à ce moment-là, demande à Basile de venir, parce que lui est à Chailly et Basile à Paris. Il lui demande de venir pour réaliser donc le déjeuner sur l'herbe. Et ils étaient 4 à ce moment-là pour poser. Alors il y avait Corot, il y avait Courbet aussi. Les 4 étaient censés se retrouver et donc peindre en plein air. Mais il se trouve que Corot et Courbet s'embrouillent en quelque sorte avec Monet. Et donc voilà, le groupe s'étiole et puis Basile, lui, doit choisir son rang et il choisit de suivre Monet finalement. Donc les 2 amis qui étaient censés réaliser, les 4 amis qui étaient censés réaliser le déjeuner sur l'herbe se retrouvent plus que 2. C'est à ce moment-là que Basile, lui, pose dans cette clairière tout seul et on retrouve Monet qui donc est en train de le représenter. Mais il se trouve que juste à côté, on avait un groupe d'Anglais qui jouait au disque. Alors le disque à cette époque, c'était un espèce de frisbee en métal qui était plutôt lourd et qui pouvait potentiellement blesser. Et donc ce frisbee avait était parti en direction d'un groupe d'enfants et Monet, bien sûr, lui, voyant le danger arriver, eh bien se plonge pour intercepter ce frisbee en métal et l'intercepte malheureusement avec sa jambe. Il se blesse. Les biographes le décrivent comme étant une blessure assez importante parce qu'on parle d'une hémorragie, on parle d'une déchirure, on parle d'une tranche sanglante. Donc voilà, il y a beaucoup de termes qui peuvent nous alarmer. Donc c'est dangereux ce jeu anglais quand même. Ouais, c'est assez particulier, ouais, c'est assez fou. Et donc c'est peut-être pour cette raison-là qu'on a supposé qu'une blessure importante avait eu lieu. Mais voilà, c'est à la suite de cela que Basile ramène Monet à l'auberge dans lequel il logeait et puis il allonge Monet sur ce lit et voilà, l'ambulance improvisée. On le voit qui prodigue des soins, on voit un Monet un peu résigné sur son lit, il sait pas vraiment comment se comporter et Monet Basile arrive à capter cette résignation, je dirais. Et donc à partir de ce moment qui est capturé par Basile, toi, de ton côté, dans ton mémoire, tu as fait un certain nombre d'hypothèses médicales, pharmaceutiques, notamment, entre autres, pour essayer de comprendre quels soins ont pu être prodigués à Monet suite à cette blessure. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces hypothèses et quelles sont un peu tes conclusions à la suite de cet accident? Tout d'abord, on peut procéder à l'examen clinique de Monet. On peut voir qu'il est allongé, il y a pas de trouble de la conscience. Il n'y a pas vraiment de douleur, il a l'air plutôt de bien se porter. Il est pas nausée, il a pas de troubles respiratoires apparemment. Donc tout ça, ça peut orienter vers une plaie simple, sans signe de complication. Lorsqu'on regarde le tableau, eh bien on voit qu'il n'y a pas vraiment de section, il n'y a pas de saignement abondant. Donc bon, ça ressemble plutôt à un érythème, pas du mollet d'ailleurs, mais plutôt de la partie intérieure de la jambe. Donc on peut supposer une abrasion de la couche superficielle de la peau sans autre atteinte, ni vasculaire ni nerveuse, donc plutôt une plaie simple. Aussi, quand on regarde l'installation que Frédéric Basile a installée, eh bien on se rend compte qu'il y a un seau suspendu et avec un liquide qui s'écoule goutte à goutte sur la jambe de Monet. Au pied de ce lit, eh bien, on trouve un seau, peut-être pour remplir le seau suspendu, et puis une bassine, peut-être pour essorer le linge. À partir de ces observations, on peut émettre des hypothèses. À cette époque, on est déjà au courant de la théorie des germes ferments de Pasteur. C'est pas encore la théorie microbienne, mais on est déjà conscient qu'il y a un risque infectieux et que si on ne traite pas immédiatement la plaie, eh bien les choses risquent de s'aggraver. Au vu de l'installation de Basile, eh bien on peut supposer à différents types de solutions. Les biographes ont donné les leurs parce qu'ils parlent d'un lavage à l'eau. Ça c'est un historien de l'art qui l'affirme. Le lavage à l'eau, lui, il est tout à fait pertinent parce qu'il permet de limiter le risque infectieux en nettoyant la plaie et la zone périlésionnelle. À ce moment-là, on en parle dans les recommandations, sauf qu'on parle pas d'un rinçage au goutte à goutte comme il est ici affirmé, mais plutôt un rinçage abondant. Donc voilà, il y a ce point-là qui tilte un peu. On a également un autre biographe qui, lui, a parlé d'une solution de permanganate. Il parle d'une solution de permanganate sans en préciser le sel, donc nous on pourrait supposer que c'est du permanganate de potassium qui a une action antiseptique. Et cette action antiseptique, elle est connue depuis les années 1850, donc voilà, ça peut être assez pertinent. Mais par contre, il y a des soucis parce que
ça demanderait un matériel assez compliqué. Si dans l'hypothèse où Bassi s'est mis dans l'urgence de soigner son ami, eh bien, il n'aurait pas eu le temps de récupérer les cristaux de permanganate de potassium, il n'aurait pas eu le temps de mettre un ballon, et surtout la pharmacie la plus proche était à plus de 10 km. Donc ça, ce sont des éléments qui tendent à infirmer l'hypothèse de la solution de permanganate. Donc à partir de ça, moi je me suis dit que je voulais discuter de la nature de la solution qui était présente dans ce seau. Et donc j'ai émis le postulat que la matière première qu'on utilise pour la solution antiseptique devait être présente dans l'auberge, parce que on a besoin d'une prise en charge urgente. Donc dans cette hypothèse-là, eh bien j'ai émis l'hypothèse de l'alcool modifié. Premièrement parce que l'alcool modifié aurait pu être facilement réalisable, hein, à partir d'alcool alimentaire qu'on aurait pu retrouver dans l'auberge. Surtout, on connaissait ses propriétés antiseptiques depuis le XIIIe siècle, donc ça c'est quelque chose qui est connu. Et puis également, le caractère irritant aurait pu forcer un lavage au goutte à goutte, comme il est décrit. Pour la deuxième hypothèse, j'ai émis celle de la solution d'hypochlorite de sodium, parce que on aurait pu on aurait pu utiliser de l'eau de javel diluée tout simplement. Et l'eau de javel, elle est utilisée en usage domestique depuis les années 1830. Donc encore une fois, on connaissait son caractère désinfectant, notamment pour les latrines, pour les cuisines, donc on aurait pu le trouver au sein de l'auberge. Comme on l'a dit tout à l'heure pour l'alcool, le caractère irritant de cette solution aurait pu aussi imposer un lavage au goutte à goutte. Également, d'autres hypothèses peuvent nous venir à l'esprit, des solutions peut-être un peu plus simples, par exemple d'une solution de chlorure de sodium à partir du sel de table. Ça a été recommandé dans la médecine navale. Par contre, ça a été recommandé un peu plus tardivement, en 1885, donc 20 ans après l'ambulance improvisée. Donc voilà, ça c'est un élément qui plutôt tend à infirmer cette hypothèse-là. Et finalement, la dernière chose qu'on pourrait revoir, eh bien, c'est un lavage simple à l'eau. Un lavage simple à l'eau parce que l'eau, elle est disponible à l'auberge. Elle est recommandée depuis les années 1840. Et surtout, alors ça c'est la petite nouveauté par rapport à mon mémoire, j'ai trouvé beaucoup de textes qui recommandaient le lavage simple à l'eau avec des dispositifs très similaires à ceux de Bassi. On a donc ce seau suspendu, on a une irrigation continue et non plus au goutte à goutte de la plaie, et puis surtout, on a des recommandations sur l'eau à utiliser, sur son origine, sur sa température, sur la façon de la stocker. Donc beaucoup de choses qui tendent à nous faire dire que le lavage à l'eau, non pas au goutte à goutte, mais plutôt en irrigation continue, aurait été la solution employée dans ce cas-là. Ça, c'est des hypothèses qui sont un peu plus récentes par rapport à ton mémoire, non ? Voilà, c'est ça. Alors j'ai revu une partie de mon mémoire, et le lavage à l'eau, lui, est la dernière hypothèse sur laquelle je me suis arrêté. Et oui, effectivement, ça va faire partie d'une publication. Enfin, c'est en relecture, donc ça va faire partie sans doute de publication si elle est retenue. Pour toi, c'est quoi un peu la suite là ? Est-ce que tu as d'autres travaux sur le feu ? Est-ce qu'il y a d'autres projets historiques, disons, qui s'annoncent ? Pour le moment, oui, j'ai pas mal de projets en histoire de la pharmacie ou histoire de la médecine. Enfin, d'ailleurs, je m'inscris cette année en histoire, dans le diplôme universitaire histoire de la pharmacie. Et en réalité, j'aimerais écrire un livre. J'aimerais écrire un livre sur un gros projet. Un gros projet, ouais. J'ai envie d'écrire un livre sur Géricault, sur la santé de Géricault. Voilà, parce qu'en 2024, c'est le bicentenaire de sa mort, et puis là, je pense qu'il y a matière à écrire sur lui. Donc, un livre, et pourquoi pas un doctorat, voilà, j'aimerais beaucoup poursuivre dans ce sens-là, essayer de faire de la recherche et peut-être de manière plus encadrée. Eh bien, merci beaucoup Alexis pour avoir partagé avec nous ton travail sur Frédéric Bassi et son œuvre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres épisodes de l'Apothicaste sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a également un site internet, apothicast.fr, sur lequel je publie un post pour accompagner la sortie d'un épisode, afin de vous permettre de retrouver facilement les informations sur mes invités et l'épisode que j'ai enregistré avec eux. Sur le site, j'essaye aussi de tenir un blog dans lequel je partage quelques actualités liées au podcast, mais également à mes propres recherches que j'effectue de manière amateur. Ainsi, courant mars, je partagerai avec vous la sortie d'un épisode publié dans la revue d'histoire de la pharmacie qui traite de l'affaire Walder, une sombre affaire criminelle de la fin du 19e siècle dans laquelle un élève en pharmacie, Arnold Walder, a assassiné son patron, Joseph Lagrange, à l'aide d'un pilon. Et enfin, toujours sur le site internet, j'essaye de développer une bibliothèque de podcasts qui traite de l'histoire de la santé,
Alors si vous êtes en manque de ressources audio, n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est loin d'être exhaustif et pas forcément abouti sur la forme, mais j'essaierai de mettre ça à jour au gré de mes écoutes. J'ai listé par exemple le podcast La piqûre de rappel, qui est le podcast de Dicopolis, dirigé par Hervé Guillemin. Alors, tous les épisodes sont en lien avec l'histoire de la santé et des historiens s'entretiennent autour de grandes questions, plutôt en lien avec l'actualité, comme les déserts médicaux ou encore le végétarisme. D'autres podcasts dédiés à l'histoire abordent parfois des sujets en lien avec l'histoire médicale. C'est le cas de Paroles d'Histoire d'André Loez, de Passion médiéviste de Fanny Cohen-Moreau et de Storia Voce de Christophe Dickès. Tous ces podcasts partagent également le même format dont je me suis inspiré pour la Poticast, des entretiens avec des historiens autour de leurs mémoires, de leurs thèses, de leurs ouvrages ou d'expositions. Je les écoute depuis longtemps et les trouve excellents sur le fond comme sur la forme, alors prêtez-y une oreille, même pour y découvrir des sujets autres que l'histoire de la santé. Il y a largement de quoi contenter votre curiosité. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de la Poticast. À très vite!